Hello Anna, Bonjour Chloé. tu vas bien? Oui, très bien, merci. Je suis trop contente de t'avoir une nouvelle fois sur Man Your Step podcast. On avait échangé et on avait créé le premier podcast qui à la base s'appelait le Campus Podcast. Oui. Aujourd'hui, voilà, le nom est passé à Man Your Step, donc le nom aussi de mon cabinet de coaching. Oui. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout à fait différent, Oui. qui est celui de l'intelligence. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, je vais faire une petite introduction juste après, mais avant ça, j'aurais bien envie que tu te présentes, tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu fais, voilà, de la manière dont tu le souhaites. Très bien. Oui, je m'appelle Anna Cognet. J'ai une formation en psychologie clinique plutôt d'orientation très qualitative, psychanalytique, donc dans des démarches qui sont plutôt à prendre le temps avec les patients. Et malgré tout, avec cette approche clinique, je m'intéresse à d'autres possibilités d'évaluation comme le bilan psychologique. Donc, je pense que ça, on en parlera aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, j'ai un doctorat en psychologie et en psychopathologie. J'enseigne à l'université, j'ai un cabinet. Et puis, voilà, je suis en train de passer mon habilitation à la direction de recherche. Donc, je vais pouvoir mener davantage de recherches dans le cadre universitaire aussi à partir de maintenant. Et d'ailleurs, certaines recherches sur l'évaluation cognitive des anciens grands prématurés. C'est dans le thème. Ouais, vraiment. Ok, super, super intéressant. Effectivement, ça rentre dans le thème parce que pourquoi je voulais parler du sujet de l'intelligence, c'est parce que récemment, de plus en plus, j'ai une certaine clientèle, notamment des femmes, qui se posent la question de savoir si aujourd'hui elles ont les capacités cognitives suffisantes pour tout simplement réussir dans la vie. Et donc se poser beaucoup la question pendant nos séances du rapport à l'intelligence, de la comparaison, notamment avec des hommes, sur parfois des compétences scientifiques, Oui. plus mathématiques, etc. Et donc j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi, d'abord pour, dans un premier temps, comprendre vraiment qu'est-ce que c'est l'intelligence, comment elle se développe aussi au cours de notre vie, et puis comprendre aussi comment elle se mesure, et est-ce que les mesures aujourd'hui reconnues d'intelligence sont suffisantes pour permettre de dire si quelqu'un est oui ou non intelligent dans le sens, on va dire, commun de la vie de tous les jours. Donc, on parlera aussi des formes d'intelligence peut-être qui peuvent exister, et puis ça fera aussi écho à l'intelligence émotionnelle dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Voilà, une introduction très, très détaillée. Je pense que la première question que les internautes se posent et que moi j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, quelle est la définition pour toi, ou en tout cas de manière plutôt scientifique, de l'intelligence? Oui, alors c'est évidemment une question qui est compliquée parce que je pense que on n'en parle pas du tout de la même manière et on n'a pas du tout la même façon de l'envisager quand on en parle en règle générale et de manière quotidienne, et quand on en parle dans le cadre très restreint et très spécifique de l'évaluation psychologique des compétences cognitives et intellectuelles. Alors il y a le mot intellectuel qui nous renvoie du coup bien sûr à l'intelligence, mais au sens presque d'une étymologie latine. C'est la capacité à pouvoir comprendre, finalement. Intégrer du langage, intégrer des connaissances. Et cognitive, ce serait plutôt comme le moteur. Quelle capacité on est capable d'avoir en même temps, à quelle vitesse on est capable de travailler, est-ce qu'on est capable de faire plusieurs tâches en même temps. Donc, c'est plutôt des choses de ce type-là. Alors que quand on parle d'intelligence entre nous tous, on a plutôt tendance à y inclure des choses plus nuancées, plus subtiles que juste la compétence. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence peut avoir des définitions multiples et aucune ne peut être arrêtée. Mais en psychologie, quand on s'intéresse à l'intelligence, on s'intéresse à des compétences, d'accord ? Et je dirais à des compétences et à du potentiel. Parce qu'en fait, la seule chose qu'on peut évaluer en termes d'intelligence, c'est le résultat par rapport à une épreuve. Mais bien entendu, on n'est pas des machines. C'est pour ça que je ne recommande pas du tout que le test soit fait en ligne ou de ce genre de manière-là, parce qu'il faut un psychologue clinicien qui connaît son travail, qui connaît le développement humain, qui connaît l'intelligence, qui connaît la subtilité de l'autre, pour pouvoir être capable, par exemple, de dire « oui, le résultat, là, il est moins bon,
Mais il y a un contexte. Cet enfant est inhibé. On évalue plutôt les enfants que les adultes, en règle générale, même si on peut évaluer les adultes. Cet enfant-là, il était inhibé. Cet enfant-là, en fait, il est intelligent, mais il n'a pas une culture générale très développée, peut-être liée à son environnement. Et puis, peut-être que aussi, il peut souffrir de certaines difficultés, qu'elles soient développementales, cognitives ou fonctionnelles, c'est-à-dire plutôt psycho-affectives, qui peuvent le freiner. Et l'inhiber dans ses réponses, l'inhiber de manière très directe, il est timide, ou l'inhiber, c'est-à-dire que vraiment, il a du mal à développer son intelligence. Donc, comme on ne peut faire que l'évaluation des capacités, c'est des résultats, en fait, qu'on évalue. Et parce qu'on a une certaine finesse dans la compréhension du développement humain, on peut évaluer du potentiel. C'est-à-dire que cet enfant, par exemple, il est un peu en dessous, mais on sait que si on l'aide à développer telle ou telle chose, que s'il est dans un meilleur environnement, son potentiel sera un petit peu meilleur. Donc, c'est les deux seules choses qu'on évalue. Et à partir de là, les critères de ce qu'on peut évaluer sont très... Là, je pense que c'est un point important, je développe un petit peu plus longtemps. Voilà. Vas-y, il n'y a pas de limite de temps. Sur cette très bien. Parce que je pense que c'est une fois qu'on aura mis la base là-dessus, ce sera plus clair. Complètement. On sélectionne des éléments pour évaluer l'intelligence. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça intéresse personne d'évaluer vraiment l'intelligence. Alors, bien sûr, plein de gens individuellement ont envie de savoir s'ils sont plus intelligents parce qu'il y a quelque chose de narcissique qui est associé à ça. Mais en réalité, les tests d'intelligence n'ont jamais été faits pour évaluer la précocité intellectuelle. Ils évaluent très mal la précocité intellectuelle, d'ailleurs. Et ils ne sont pas non plus faits pour classer les gens en termes d'intelligence, mais pour détecter, dans un profil individuel, des difficultés spécifiques que quelqu'un pourrait avoir. Et donc, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va se retrouver vraiment avec des choses qui sont très fines. On n'est pas là pour savoir si l'enfant, il a 102 de QI ou 112. En fait, ça, par exemple, ça n'a pas une importance... Enfin, il n'y a pas de contexte où ça pourrait avoir une importance réelle. Mais pour savoir, dans le cadre de son fonctionnement à lui, de son intelligence à lui, s'il n'y a pas des zones qui sont plus difficiles, plus fragiles, et que, du coup, une fois qu'on les a pointées, on peut peut-être aider. Le bilan n'est jamais une fin en soi. Hein. Bon, voilà, ces précautions-là mises, bien sûr, il a fallu à un moment se décider qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qui nous intéresse. Ça, c'est très intéressant aussi parce que l'évaluation de l'intelligence, elle évolue sur deux plans. D'une part, en fonction des théories qui existent, bien sûr, et qui ont évolué en psychologie, mais je pense aussi en fonction de la société. Fut un temps où les premiers tests d'intelligence, ils évaluaient principalement des compétences en compréhension verbale, en connaissance de son environnement, en savoir aussi, alors que maintenant, le savoir est très très peu évalué en termes d'intelligence, mais on est beaucoup plus axé sur des compétences qui sont la charge cognitive et la rapidité d'exécution des tâches. Alors, qu'est-ce que tu appelles la charge cognitive ? Charge cognitive, c'est tout ce qu'on évalue en termes de mémoire de travail. Alors, ce n'est pas la mémorisation au long terme, c'est la capacité, par exemple, à pouvoir retenir des éléments complexes et à les agencer en un temps court. Et c'est un savoir qu'on perd immédiatement. C'est comme quand on est au téléphone et que quelqu'un nous donne le code de la porte d'entrée, on s'en souvient le temps de le faire et puis on ne se souvient plus après. Ou un numéro de téléphone, compliqué comme ça, on essaye, on mémorise et puis on l'a fini et ça ne reste pas. Mais quand on demande à un enfant de traiter un problème en mathématiques ou dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs, et qu'il est obligé de traiter des informations différentes et en plus dans un temps limité et en plus de les agencer ensemble pour un résultat, c'est compliqué. J'ai par exemple mon fils qui passe son bac de français cette année et je vois bien que en fait, même pour du français, parce qu'on aurait tendance à penser ça pour des maths, bien sûr, même pour du français, il faut lire un texte, il faut déceler des formes lexicales intéressantes, des thèmes, il faut répondre à la consigne, il faut arriver à synthétiser ça et conceptualiser ce qu'on a envie de dire, il faut arriver à l'agencer en phrases et en mots, et le tout avec un temps limité. Voyez ? Et donc ça demande une mémoire de travail. Ça demande beaucoup d'autres choses que la mémoire de travail, mais ça demande une mémoire de travail solide, parce que la charge cognitive va être lourde pour ce genre de tâches. J'insiste là-dessus parce que ça ne peut pas être une définition de l'intelligence,
Mais on va dire qu'effectivement, compréhension verbale et charge cognitive sont les 2 aspects les plus demandés pendant les études. Là aussi, c'est un autre plan. Est-ce qu'on parle d'intelligence pour la réussite dans les études? Pas nécessairement en réalité, hein, mais il n'empêche que c'est souvent corrélé. Et donc, voilà, on se retrouve avec ces différents aspects. Et donc voilà, actuellement, c'est plutôt charge cognitive et rapidité d'exécution Donc, qui c'est sont évaluées. OK. Donc, c'est cette capacité, finalement, quand tu parles de charge cognitive, à aller gérer, cadencer plusieurs étapes, en fait, d'un processus pour arriver, finalement, à un résultat d'apprentissage. Par exemple, ou une restitution, mais oui, exactement, c'est ça l'idée. Oui, OK, dans le cadre, en Voilà. tout cas, scolaire. Oui. Chose qui peut arriver peut-être aussi dans la vie. Prenons un exemple de la vie commune, je sais pas, une mère, par exemple, qui doit, je sais pas, aller travailler, chercher son enfant. Est-ce que la charge cognitive peut aussi être représentée dans ce système-là? C'est-à-dire que ce serait une sorte de parallèle entre charge cognitive et ce qu'on appelle la charge mentale maintenant. Bien entendu, plus ou moins, mais il y aurait des choses qui sont communes. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on doit tout garder à l'esprit, en mémoire, comme une tâche de fond, comme ça, constante, il ne faut pas oublier d'aller chercher des vêtements au pressing, mais aussi d'être à l'heure pour tel truc, puis de ne pas oublier d'envoyer tel mail qui est très important, et de téléphoner à quelqu'un de la famille, etc. Donc tout ça, finalement, sont des choses qui sont très simples, très faciles. Et là, pour le coup, on parle vraiment de charge parce que c'est la quantité. Et le long terme aussi, c'est-à-dire que là, moi, je parle d'exercices qui sont normalement sur des temps courts. Et quand c'est sur du temps très long, bien entendu, c'est encore plus difficile. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans le quotidien ou dans le travail. Mais c'est pas exactement la même chose qu'on évalue. Mais oui, il y a des choses très communes. OK. Oui. On a parlé de charge cognitive. Oui. Et tu parlais aussi de rapidité d'exécution. Donc, juste pour comprendre si mes souvenirs sont exacts, quand on parle de rapidité d'exécution, c'est cette capacité en fait à faire passer l'énergie, en tout cas le message d'une synapse à une autre dans les neurones, si on veut un peu le rapprocher de manière un peu scientifique. Oui, je serais incapable d'en parler sur le plan neurologique pour ma part, mais en fait, oui, il est question aussi de savoir faire ça dans un temps limité. Je trouve ça intéressant, je préférais préciser ce point-là parce que, bien entendu, les tests d'intelligence n'évaluent pas du tout que ça. Mais l'évolution qu'il y a depuis les premières échelles de Wechsler jusqu'au WISC-5 actuel montre quand même une tendance à privilégier, et je me demande si ça ne parle pas de notre société, à privilégier, à considérer que ce qu'il faut faire, c'est être capable de faire plein de choses en même temps et très vite. Ce qui est quand même un peu un reflet de ce qu'on est maintenant. Alors que dans les années 20, 30, 40, je ne sais pas, quand les premiers tests d'intelligence étaient faits, on s'intéressait davantage à la capacité à communiquer, les connaissances, le verbal. Mais peut-être pour préciser, pour pas induire en erreur sur ce que le WISC-5 évalue actuellement, je peux peut-être dire il y a 5 grandes catégories. C'est un peu ce que c'est le test de QI. Il y a une dizaine d'épreuves obligatoires, et puis il peut y en avoir des optionnelles si on a besoin d'approfondir. Et à chaque fois, ça marche par 2. Il y en a 2 qui évaluent les compétences verbales, la compréhension verbale, et qui donnent un indice de compréhension verbale, c'est-à-dire une note comme le QI, qui est avec un milieu à 100. Donc, chacun de ces indices a une note aussi. Et donc, on n'est pas tout le temps dans la possibilité de donner un résultat de QI, de quotient intellectuel total, mais chaque indice permet d'avoir une vision aussi du fonctionnement précis de la personne. La compréhension verbale, il y a 2 épreuves, une de similitude, une de vocabulaire. L'épreuve de similitude, elle est vraiment une épreuve qui permet d'évaluer les capacités de conceptualisation et d'abstraction de la pensée chez l'individu. C'est vraiment une épreuve qui est très emblématique du QI et qui est très représentative des compétences intellectuelles de quelqu'un. Je parle du WISC parce que je parle de celui qui est le plus communément donné, donc c'est pour les enfants de 6 à 16 ans. C'est le nom d'un test. Le WISC-5, oui, c'est l'échelle d'intelligence de Wechsler. Voilà, c'est la plus communément donnée, mais il y en a beaucoup d'autres, mais voilà. Et donc, similitude, on a, par exemple, comme épreuve, on demande à l'enfant
Je vais te dire 2 mots et tu dois me dire pourquoi est-ce que ces 2 mots se ressemblent un peu. On commence tout doucement, raisin et pomme, pourquoi ça se ressemble? Parce que c'est des fruits. Et puis au fur et à mesure, les questions se complexifient beaucoup, avec de plus en plus de difficultés à pouvoir conceptualiser. Un électricien et un plombier, bon, ça nous paraît facile, mais il faut dire que c'est un métier. Oui, mais c'est pas suffisant, il faut être plus précis. Métier suffirait pas. On n'aurait qu'un point au lieu de 2. Et donc on insiste, et puis l'enfant, il peut dire, ah bah alors ce serait un métier avec des gens qui réparent des choses dans la maison. Voilà, c'est une très bonne réponse, c'est très juste. Après, ça devient plus complexe. On va dire, en quoi est-ce que autoriser et interdire se ressemblent? Pour certains enfants, ça va être, vu leur jeune âge ou vu leur développement intellectuel, impossible de répondre parce qu'ils ne vont pas voir ce qu'il y a de commun à interdire et autoriser. Ils vont uniquement voir le fait que ce soit des contraires. Voilà. Et donc, en fait, interdire, autoriser, il faut avoir une grande capacité de conceptualisation pour dire c'est des permissions qui sont données à quelqu'un. Voilà. Et voilà, le dernier item, c'est réalité et rêve. En quoi est-ce que ça se ressemble? Donc voilà, là, on est dans des choses très, très complexes. Voilà. Beaucoup plus conceptuel. Voilà, très conceptuelles et qui demandent vraiment des capacités. C'est plutôt rare que des enfants soient capables d'y répondre, justement. Vocabulaire, là, on est plus sur des définitions de mots. Donc, quelque part, ça demande, ça évalue quand même des connaissances, là, pour le coup, de l'enfant. Donc, ça évalue aussi un petit peu son environnement, quelque part. Donc, ça, c'est pour la compréhension verbale. Ensuite, il y a 2 épreuves de raisonnement fluide. Le raisonnement fluide, on va dire que c'est les indicateurs de l'intelligence innée, en fait. Alors que tout ce qui est verbal, c'est plutôt de l'intelligence acquise. Là, on est plutôt sur de l'inné, sur ce qu'un enfant est capable de faire, un peu hors contexte. Il ne faut pas croire que l'environnement n'est pas lié à ça, hein. Je pourrais en reparler, mais l'environnement est vraiment majeur dans le développement de l'intelligence. Mais donc, on va avoir des matrices de dessins géométriques à compléter, des suites à comprendre et à compléter, par exemple. On en a une autre balance où il s'agit d'être capable, dans un temps très rapide, d'évaluer des équivalences avec plusieurs inconnus. Donc, pour ces 2 épreuves, les charges cognitives sont très lourdes. Donc là, effectivement, dans un temps limité, si on n'est pas capable d'avoir en tête plusieurs choses et de répondre rapidement, on ne peut pas y arriver très bien. Le visio-spatial aussi est évalué avec l'épreuve très emblématique des cubes, les cubes de Gauss. Donc, c'est des cubes en 3 dimensions que l'enfant doit manipuler pour reproduire des figures. Voilà, et donc ça, c'est pareil, c'est dans un temps limité. Donc, on peut voir un peu les capacités de coordination de l'enfant. Voilà. Et puis, il y en a d'autres où c'est de la géométrie, mais dans l'espace, sans objet à manipuler. Il y a la mémoire de travail. Pour la mémoire de travail, on évalue à la fois le calepin visuel et la boucle phonologique. Alors, je précise, boucle phonologique, c'est quand même le plus commun en mémoire habituellement. On donne par exemple des suites de chiffres à l'enfant, il doit les répéter dans le même ordre, puis après on lui donne des suites de chiffres, il doit les répéter à l'envers, puis après on lui donne des suites de chiffres, il doit les répéter en les classant par ordre croissant. C'est souvent une épreuve un peu épuisante pour tout le monde, en fait, et un peu longue. Et puis une autre, la mémoire des images, qui là évalue plutôt le calepin visuel, c'est-à-dire que là pareil, il va y avoir des restitutions. On montre des images à un enfant, et après, parmi un choix d'images, il doit les retrouver dans l'ordre, etc. Voilà. Okay. Et la vitesse de traitement, une dernière épreuve, où là, on est plus sur des choses graphiques et sur la rapidité que l'enfant va mettre à reproduire des petites figures. Ok. Et dans le cas où, par exemple, un enfant est atteint d'un trouble dyslexique ou tout simplement d'un trouble 10, quel impact ça peut avoir justement sur ses résultats de test? Est-ce qu'on peut dire que les tests de QI sont révélateurs ou pas? Oui, absolument. C'est exactement à ça que servent en fait les tests d'intelligence, hein. C'est-à-dire que on va se retrouver avec des enfants dont on veut savoir si leurs difficultés scolaires, parce que c'est souvent comme ça que ça démarre, sont liées à un trouble et si oui lequel, ou si c'est une problématique globale de développement,
ou si c'est plutôt lié à, par exemple, de l'inhibition psychoaffective. On fait un diagnostic différentiel avec l'évaluation. Qu'est-ce que tu appelles l'inhibition psychoaffective? Bien, par exemple, des enfants qui, pour diverses raisons, ça peut être tellement large que je ne saurais pas donner un exemple très précis, mais bon, qui pourraient, par exemple, être dans un milieu où ils ont compris qu'avoir trop de savoir serait difficile, D'accord. ou ça peut être compliqué pour eux parce que, par exemple, ils sont très angoissés, très perturbés, et du coup, ils ont du mal voilà, à être bien en classe, hein. Ah, évidemment, tout est corrélé, hein. C'est-à-dire qu'un enfant qui est un peu angoissé, il peut développer aussi des troubles un peu plus costauds et avoir vraiment du retard sur le plan intellectuel, hein, au bout d'un moment, hein. Mais connaître l'étiologie de ça nous permet de pouvoir aider les enfants. Donc, on propose l'évaluation par le WISC ou par l'anémie ou par d'autres tests d'intelligence. On peut affiner avec d'autres tests neuropsychologiques optionnels qui viennent corroborer notre première impression. Et puis, on fait systématiquement, quand on fait ça bien, en tout cas un bilan psychologique, on fait des tests de personnalité, psychoaffectifs, des tests projectifs, pour connaître aussi l'enfant dans sa globalité et pouvoir se faire une idée finalement de son fonctionnement. Est-ce que finalement, cette inhibition qu'on a vue, cette difficulté dans, par exemple, la résolution dans la mémoire de travail, est-ce que c'est un enfant qui en fait est dyslexique, ou est-ce que c'est un enfant qui en fait est inhibé sur le plan psychoaffectif parce qu'il a des angoisses qui sont trop fortes? Et voilà, on Ok. essaye de résoudre ça comme ça. Et donc, les tests de QI, effectivement, en tout cas, celui dont tu parles en particulier, ça permet d'identifier effectivement certains troubles Oui. chez l'enfant. Euh, mais la question que je me pose, c'est est-ce que, imaginons dans le cas où un enfant est atteint d'un trouble 10, Mhm. est-ce que dans ce cas-là, ça va automatiquement, euh, on va dire, freiner ou marquer une impossibilité en fait d'avoir un QI, enfin d'avoir un résultat de QI plausible quoi, qui soit Ah bah, de toute façon, validé. on ne calcule pas le QI dans les cas où les enfants ont des gros troubles. Parce que ce qui va se passer, c'est que justement, le QI, il n'a d'intérêt, c'est pas une moyenne, ça ne nous sert à rien de faire une moyenne. Donc si un enfant est très intelligent ou normalement intelligent, quand je dis très intelligent, 50% de la population est entre 90 et 110, donc ça c'est intelligent normal, c'est bien. Donc c'est un enfant intelligent, mais on va constater que il a des résultats nettement supérieurs dans certains domaines. Et puis d'un seul coup, en mémoire de travail, en raisonnement fluide, ça va être beaucoup plus chuté. Pour un enfant dyslexique, par exemple. D'accord. Alors là, on va se dire que si on calcule, je veux dire, calculer 15 plus 4 et se dire que ça fait une moyenne de ce que l'enfant est, c'est pas vrai en fait. L'enfant, il est les deux. Il est à la fois très compétent dans certains domaines et dans certains, il est freiné à cause de son trouble. Et donc, quand il y a ces statistiques, quand il y a un écart type supérieur, enfin, quand il y a plus de 2 écarts types entre 2 indices au test, hein, on ne calcule pas le QI. D'accord, ok. C'est pas éthique. Ok. D'accord. Normalement, ça se fait pas. C'est pas juste que c'est pas éthique. Si on le fait pas, c'est parce que ça n'a pas de sens statistiquement et qu'en plus, ça n'est pas éthique. Mais bon, évidemment que certains le font, mais normalement, ça se fait pas. D'accord, ok. Voilà. Oui, on part du principe parce que en fait, il y a un truc qui est important, que finalement le résultat n'a plus de sens, étant donné que Bien là, on sûr. parle même plus des compétences cognitives ou des capacités cognitives, on parle d'autre chose. Le QI n'a de sens que quand il est le reflet de 5 indices harmonieux. Sinon, il n'a aucun intérêt en D'accord. fait. Il n'est que le reflet de ça. Il ne peut pas être une moyenne. On ne peut pas dire que quelqu'un a 110 de QI quand, par exemple, il a 142 dans certains domaines et 90 dans un autre. Qu'est-ce que ça n'a aucun sens en fait. Et dans ce cas-là, on se dit, bon, on va pas, voilà, on peut pas dire que son QI, il est non, son QI, voilà. Et donc dans ce cas-là, on explique. De toute façon, on donne rarement un chiffre, on donne une fourchette. Voilà, on ne lui donne pas spécialement le QI, mais on fait le détail très précis, indice par indice. Ouais. Et c'est ça qui est le plus intéressant, parce que ça permet une fois que le chiffre a été donné, de toute façon, on ne va pas très loin. Ce qui intéresse quelqu'un, les parents ou l'adulte qui s'est fait tester ou l'école, c'est de rentrer un peu dans le détail de indice par indice, quelles sont ses compétences, où est-ce qu'il a vraiment des zones de force sur lesquelles il peut s'appuyer, là où est-ce que c'est un peu plus fragile, etc. Donc voilà. Et
prenons l'exemple d'un adulte aujourd'hui. Ça peut être chez l'enfant, mais bon, comme je suis dans un environnement plutôt Oui. adulte, de par mon métier, parfois on voit certains adultes qui ont des compétences très élevées dans des mathématiques ou dans la logique, ou qui ont une capacité de compréhension très forte sur, oui, c'est ça, des compétences logiques, mais derrière, qui ont des comportements parfois complètement, parfois presque apathiques, ou parfois qui ont des comportements où ils savent pas forcément avoir cette capacité à créer du lien en société. Ouais. Et donc, tu vois, souvent j'entends, oui, bah, en fait, c'est parce que c'est sa compétence logique a pris toute la place dans son cerveau, donc en fait, il a plus cet espace pour développer. C'est quoi ton regard par rapport à ça, justement, à ces personnes qui, justement, se retrouvent très très fortes dans un domaine, notamment la domaine logique, et qui derrière, parce que c'est un cliché quand même qu'on retrouve beaucoup. Oui, qu'on dit un peu parfois pour les autistes Asperger, par exemple. Voilà, après, souvent on entend, ouais, il est un peu Asperger, mais ça dépasse, souvent c'est pas forcément le cas, enfin je sais pas, mais... Non, alors le truc, c'est que c'est tout à fait vrai pour les autistes Asperger, mais c'est très très rare en fait. Et dans tous les autres cas, c'est des questions de personnalité en fait. C'est-à-dire que bien entendu que il peut y avoir si on a un continuum psychopathologique, on pourrait se dire que sans être autiste, on peut avoir des traits autistiques. Sans être schizoïde, qui ressemble beaucoup aux traits autistiques, on peut avoir quand même des petites tendances. Donc peut-être que des gens qui sont un petit peu sur cette courbe-là, d'un côté, ont tous les symptômes habituels, c'est-à-dire qu'ils sont bien intéressés par un grand savoir dans certains domaines sur lesquels ils vont être vraiment très savants, très érudits, et qui les impliquent le moins possible affectivement, parce que justement, affectivement, c'est pas très confortable pour eux. Donc ça existe. Au-delà de ça, c'est quand même plutôt une question de personnalité. D'accord, donc c'est pas forcément une question de l'intelligence, parce que justement, Non. on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle. Et tu vois, moi, j'aurais envie justement de mettre... Enfin, j'aurais envie que tu nous expliques un peu, finalement, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, et comment est-ce qu'elle se retrouve finalement dans les tests de QI, parce que de ce que tu nous en dis ici, c'est pas forcément ce qui ressort le Pas du plus. tout, oui. Pas du tout. Mais parce que les tests de QI, qui sont donc des évaluations cognitives et intellectuelles, n'évaluent pas du tout l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est-à-dire que, et c'est tout à fait juste, et je pense que sur un plan philosophique ou même juste psychologie clinique, c'est important justement de ne pas laisser croire qu'il y aurait une confusion complète entre l'intelligence qu'on évalue par ces tests-là et l'intelligence en soi. Voilà, parce que sinon on exclut plein de gens du domaine de l'intelligence, on exclut même les animaux du domaine de l'intelligence, parce qu'ils ne seraient pas capables de résoudre des tests que nous on fait. On voit bien que c'est pas ça tout à fait la question. Mais du coup, il y a effectivement des psys comme Howard Gardner qui ont un peu proposé qu'il puisse y avoir des intelligences multiples, en parlant par exemple de l'intelligence musicale. Il y a des gens qui sont vraiment particulièrement doués, qui ont une compréhension, un génie, même en termes de musique, alors que leurs capacités intellectuelles ne sont pas spécialement élevées. Donc on pourrait se dire qu'il y a quand même des domaines comme ça où des gens peuvent être vraiment très brillants. Il parle lui aussi d'intelligence émotionnelle. Le problème, c'est que, comme beaucoup de choses, c'est rentré dans le discours un peu commun, d'une manière qui est un peu erronée, on va dire, qui serait un peu liée à des concepts comme l'hypersensibilité ou des choses comme ça, qui en fait sont des concepts qui en psychologie n'existent pas. C'est des mots, mais ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que l'hypersensibilité serait un concept qui n'est pas validé, en tout cas dans le domaine de la psychologie? Parce qu'il n'est pas validé, justement. C'est-à-dire qu'il ne peut se valider que par une auto-évaluation, l'hypersensibilité. En fait. Parce que, à quoi est-ce qu'on compare l'hypersensibilité ? Moi, je suis hypersensible. Parce qu'on est plus vite frustré, parce qu'on supporte moins bien les choses. En fait, les tests qui ont été tentés d'être faits sur le sujet, sur l'hypersensibilité, et qui sont donc des auto-évaluations, montrent que... il y a un biais, c'est parce que qui a voulu passer ces tests que des gens qui se croyaient hypersensibles ou qui se disent hypersensibles. Et donc, bon, le résultat, c'est qu'en population générale, on se retrouverait avec un tiers de gens qui sont hypersensibles. Un tiers de gens qui sont hypersensibles,
c'est ni une maladie, ni un problème, c'est la norme, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui s'évaluent plus sensibles que d'autres. Ça ne veut pas dire que ça existe, en fait. Oui, d'accord, mais peut-être que ça peut exister, que certaines personnes, effectivement, ressentent une intensité émotionnelle plus forte que quelqu'un d'autre. C'est difficile à évaluer, en fait. Évaluer. En fait, c'est toujours pareil. Ce qu'on évalue, c'est la capacité de la personne à gérer son émotion. Et ce qu'on dit, en fait, quand on dit hypersensibilité, finalement, c'est comme si on cherchait à dédouaner la personne de sa situation. Elle est hypersensible, donc évidemment, elle a le droit de surréagir, elle a le droit d'être dans des états émotionnels très très forts qui feraient que les autres seraient censés un peu l'aider. Mais en réalité, la seule chose qu'on peut évaluer, c'est que cette personne a du mal à gérer ses propres émotions seule. Donc, si on disait des gens hypersensibles, qu'en fait, c'est des gens qui sont incapables de gérer leurs émotions, ce serait quand même un petit peu moins glamour, j'ai l'impression. Et donc, ça marcherait moins bien. Mais en réalité, il n'y a que ça qu'on peut évaluer. Ok, donc l'hypersensibilité pourrait être liée, en fait, finalement, à une incapacité à, oui, c'est ça, à être en maîtrise ou en gestion de ses émotions. Oui, et leur maîtrise, c'est pareil, c'est-à-dire que après, ça peut être plein de choses. Les maîtriser, ça peut être difficile. Savoir les gérer en les acceptant, c'est certainement mieux. Enfin, il peut y avoir plein de degrés là-dessus, mais ça a plus à voir avec quelque chose qui toucherait à comment dire, au psycho-affectif et à des développements personnels. D'accord, donc... Mais peut-être qu'on y reviendra si on parle du développement de l'intelligence, justement. Parce qu'il y a d'autres modèles autour de ça, quoi. Mais, Ok. Et avant d'aller sur ça, moi, il y avait quand même une question autour de l'intelligence émotionnelle, parce que c'est quand même un sujet aujourd'hui qui revient pas mal. Et du coup, j'aimerais comprendre, en fait, à quel point on peut différencier cette intelligence mesurée à l'âge, en tant qu'enfant, avec les tests de QI, cette intelligence aujourd'hui qu'on peut avoir en étant adulte. C'est-à-dire que à quel point est-ce qu'on peut dire d'une personne qui a cette capacité à créer du lien, qui a cette capacité à comprendre l'autre, à rentrer en empathie, à être dans l'écoute, à faire des liens avec ce qu'il a pu dire précédemment, en tout cas à créer une conversation qui fait sens, qui est fluide, et voilà, et qui est capable d'être dans l'attention, de percevoir des signaux faibles aussi, à quel point on peut considérer ça comme étant de l'intelligence aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, ce que je dirais, c'est que pourquoi est-ce qu'il faudrait le séparer ? Pourquoi ce ne serait pas juste de l'intelligence, sans parler d'intelligence émotionnelle ? Pourquoi ce ne serait pas juste de l'intelligence, mais comment dire, une marque de l'intelligence, une preuve, une manière d'utiliser son intelligence ? En réalité, être capable de comprendre les signaux faibles, c'est pas quelque chose qui serait tout à fait inné ou comme quelque chose d'uniquement intuitif ou sensitif. On peut supposer que c'est la capacité à décrypter par son intelligence, par ses capacités cognitives, tous les petits signes de quelqu'un. Peut-être qu'en fait, si on reprend le modèle de Piaget, qui est donc un psychologue suisse assez formidable, qui a beaucoup travaillé sur l'intelligence et le développement cognitif, mais dans un modèle très complet, lui, il explique qu'en fait, les capacités d'empathie, par exemple, elles sont liées à l'intelligence. Un enfant, quand il est petit, il n'a pas une très forte théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'il a du mal à comprendre ses propres émotions et celles des autres. Il a du mal à se mettre à la place. Il a du mal à imaginer que l'autre puisse ne pas avoir les mêmes connaissances que lui, ce qui fait qu'il peut très bien raconter sa journée de classe. Et l'adulte en face, s'il n'est pas au courant, il ne comprend rien, en fait, parce que l'enfant ne va pas mettre le contexte, ne va pas s'intéresser de savoir si l'autre comprend ou pas ce qui se passe. Alors que plus on grandit, plus on peut supposer à l'autre un savoir ou justement des méconnaissances, et qu'on va adapter son dialogue, son discours, qu'on va repréciser. Ah oui, tu sais, un tel dont je te parlais, c'est celui avec qui... On va remettre comme ça du contexte pour aider l'autre à la compréhension. D'accord ? C'est aussi la capacité, par exemple, à se sentir mal. Un bon exemple, par exemple, c'est quand on se sent coupable. Quand on se sent coupable, c'est un sentiment, je pense que c'est un des sentiments les plus désagréables qui existent, en fait. Et c'est un sentiment qu'on cherche toujours à éviter. Parce que on se retrouve vite, sinon, dans de l'autopunition, dans du malaise. On a peur d'avoir détruit la relation à l'autre, on s'en veut, c'est très inconfortable. Et donc, quand on ressent de la culpabilité, en fait, avant de ressentir de la culpabilité, on ressent finalement une sorte d'angoisse. Cette angoisse, soit on est capable d'avoir l'intelligence globale, de l'interpréter comme un sentiment de culpabilité. Ressentir un sentiment de culpabilité, ça ne veut pas dire qu'on est coupable, mais qu'on ressent un sentiment de culpabilité.
Ou alors, comme c'est une angoisse insupportable qui est liée à l'autre, on dit que c'est la faute de l'autre. Quand même plutôt communément ce qu'on aurait envie de faire en premier, en fait. Et les enfants vont être comme ça. Ils vont taper, ils vont dire oui, mais c'est parce que... voilà, ils vont trouver une excuse comme ça. Alors que quand on est adulte, quand on est éduqué, quand on est capable de prendre sur soi et de mettre en œuvre des nuances, il faut quand même de l'intelligence. Et du coup, on est capable de reconnaître ses torts, par exemple. Voilà. Et donc, moi, je pense que l'intelligence émotionnelle, si on suit le modèle de Piaget, en fait, elle est l'une des branches de l'intelligence globale. Plus on est intelligent, mieux on parle, mieux on communique. Mieux on parle et mieux on communique en termes lexicaux et de compréhension verbale. Plus on est capable de comprendre l'autre, mais aussi de se faire comprendre de l'autre. Donc, ça veut dire que l'intelligence, elle a aussi des ramifications et des conséquences sociales, en fait. Et par ailleurs, du coup, elle a des conséquences sur la capacité à gérer ses propres émotions. Voilà. Et du coup... Qui viennent plus tard, du coup, qui viennent... Ces compétences-là ? Oui, plus à l'âge adulte ou... Ah oui. En fait, selon Piaget, c'est des choses où on commence à être vraiment capable à partir de 11 ans. Donc, et après, il faut encore du temps. Donc ça veut dire que dans les tests de QI pour des enfants avant 11 ans, c'est des choses qui ne vont pas forcément... De toute manière, dans les tests de QI actuels, ce n'est pas des choses qui sont évaluées. Non, ça, c'est du quotidien. Alors, en fait, plus ou moins. Quand j'y repense, il y a une épreuve optionnelle qui, auparavant, était une épreuve obligatoire du WISC 4, qui s'appelle compréhension, qui est assez intéressante parce que pour le coup, ça vaut le coup de s'en servir avec des enfants dont on se demande justement s'ils n'ont pas des manques d'habileté sociale, en fait. Et donc, c'est des questions qui peuvent être un peu tout venant. Par exemple, qu'est-ce que tu fais si tu vois de la fumée épaisse qui sort de la fenêtre du voisin ? Là, ça ne demande pas de l'empathie, mais un petit peu de bon sens. Mais du coup, on interroge le bon sens de l'enfant. Et puis, il y a des choses plus compliquées. Qu'est-ce que tu dois faire si quelqu'un te demande ton avis sur quelqu'un mais que tu connais pas bien cette personne ? Alors là, on se retrouve dans un truc qui est un peu plus délicat. J'ai pas le droit de... Voilà. Ou, qu'est-ce que ça veut dire l'expression « l'habit ne fait pas le moine » ? Et donc, tout ça, ça demande à l'enfant de pouvoir être effectivement un peu plus empathique, de comprendre la subtilité de la consigne. Et donc, c'est des choses que les enfants peuvent répondre que quand ils sont un peu plus âgés, évidemment. Donc, ça a existé. Ça n'est plus le cas. Parce que qu'est-ce que ça évalue ? Ça évalue un truc qui est très précis, mais qui finalement ne correspond pas aux standards qui maintenant sont ceux des capacités, en fait. Mais par contre, je la trouve très intéressante, cette épreuve à rajouter, quand on a une question un peu plus clinique sur l'enfant. Et donc, on pourrait quand même dire finalement qu'aujourd'hui, les tests de QI, pour les enfants, vont effectivement mesurer à travers un certain prisme des capacités cognitives, Voilà. Mais que l'intelligence peut également se percevoir autrement à travers d'autres typologies de comportements qui ne sont pas forcément... que le QI ne va pas forcément regarder. Absolument. On peut avoir des enfants, même plus jeunes que 11 ans, qui ont déjà cette capacité d'empathie et identifier les émotions des autres, etc. Absolument. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que... je ne dis pas que c'est complètement vrai, mais selon le modèle de Piaget, plus on est intelligent, plus on est capable d'être particulièrement empathique. Donc, quelque part, le QI l'évalue aussi. Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout le temps, parce qu'après, on peut faire des choix personnels et on peut avoir ces compétences-là et pas vouloir les mettre en œuvre, tout comme on peut être très intelligent et ne pas avoir envie de faire des études supérieures. Rien n'empêche finalement dans les résultats, mais en soi, c'est plus facile d'être quelqu'un qui est particulièrement nuancé dans la compréhension de l'autre. Après, on peut être de très très bonne volonté, être nul dans la compréhension de l'autre, mais être tellement plein de bonne volonté qu'il n'y a pas de problème, c'est charmant. Tout comme on peut être vraiment bien capable de comprendre l'autre, et pas du tout avoir envie d'utiliser ce savoir-là pour être sympathique, en fait. D'accord. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que quand on a quand même des bons résultats sur un test de QI, ça nous montre une capacité... Ça nous montre à travers un certain prisme une forme d'intelligence et qu'ensuite, à partir du moment où on a cette forme-là qui est, on va dire, tamponnée, validée, ça veut dire que les comportements qui gravitent dans notre vie et qui ne sont pas forcément évalués dans les tests de QI sont globalement, on va dire, plus développés que la moyenne également. Après, c'est un choix de
les mettre en place ou pas. C'est un choix de être en empathie avec l'autre ou pas. En tout cas, Oui, d'acter, de faire quelque chose pour aider l'autre si jamais il est triste. Enfin, voilà. c'est ça, il y a du potentiel, mais le potentiel, Soit on l'utilise, soit on le voilà, laisse de bien côté. sûr. Le cas particulier, c'est celui effectivement des enfants autistes qui ont vraiment une difficulté en théorie de l'esprit pour comprendre leurs propres émotions et pour interpréter les émotions des autres. Et par exemple, certains tests, pas de QI, mais certains tests qui évaluent la théorie de l'esprit, montrent que des enfants qui sont trisomiques, qui ont donc une intelligence beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible que beaucoup d'enfants tout venant, hein, ont une capacité de théorie de l'esprit tout à fait normale. Ils peuvent comprendre les rapports à l'autre, ils savent interpréter les visages, etc. Lire une pièce, comme on dirait en anglais, ils peuvent le faire avec leurs limites, hein, mais ils ont cette capacité-là, alors que des enfants qui seraient plus intelligents en termes cognitifs, comme certains enfants autistes Asperger, là, eux, en revanche, n'arrivent pas à comprendre ces émotions-là, ne peuvent pas les interpréter. D'accord. Et Et là, encore une fois, on est lié juste à des problématiques neuronales. Où on ne sait pas forcément. c'est multifactoriel souvent, donc oui, ça peut, hein, Ok. ça peut être neuronal, génétique, Ouais. bien sûr. Mais dans ce cas-là, en tout cas, les tests de QI ne sont pas, en tout cas, sont pas valides pour les personnes autisme. Si, c'est valide parce que justement, ils peuvent avoir un profil très harmonieux, être très intelligents. Ok. Mais oui, ça n'empêche pas. D'accord. Mais en revanche, ils peuvent, malgré cette intelligence-là, être un peu en difficulté dans ce qui D'accord. va concerner les rapports humains. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Et donc, du coup, effectivement, moi aussi, ce qui m'intéressait de voir avec toi, c'était le développement de cette intelligence. Quel est voilà, le rôle aussi des parents là-dedans, le rôle aussi peut-être des profs, en tout cas de l'entourage, dans les différentes phases en fait de développement. Oui. Alors, en fait, c'est vraiment des choses qui sont toujours en train d'être évaluées. Mais par exemple, je sais qu'il y a eu une grande étude chinoise pour essayer d'évaluer si l'intelligence était génétique. Mm. Et ils ont réussi à mettre en évidence aucune corrélation spécifique. Il y en a peut-être, hein, mais actuellement, on ne la voit pas, hein. Donc ce n'est pas génétique. Il n'empêche, C'est parce que mes parents sont très intelligents que moi, si mes parents sont HP, ça veut dire que moi je suis HP. et pourtant si. Et pourquoi alors? Parce qu'en fait, c'est l'environnement. Mm. En fait, on se rend compte qu'on pensait que c'était moitié inné, moitié acquis, l'intelligence. Et en réalité, c'est beaucoup plus... comment dire, c'est beaucoup plus difficile que ça à élaborer, à évaluer, parce que, en fait, quand quand quelqu'un, voilà, est intelligent, globalement, il va mieux réussir ses études. Je pourrais en reparler, hein, sur les précoces d'ailleurs aussi, hein, mais donc il va mieux réussir ses études. Il va probablement avoir un travail où il gagnera du coup mieux sa vie, parce qu'il aura eu plus de choix. Il va donc rencontrer des gens qui réussissent bien dans leur vie. Et donc peut-être que cet homme imaginaire va rencontrer une femme qui elle aussi a un bon boulot. Si elle a un bon boulot et qu'elle a fait des bonnes études, c'est qu'elle n'est pas trop bête, elle non plus. Et du coup, sans prédire son QI, bon, peut-être qu'elle aussi, voilà, elle est intelligente. Et donc, ils vont décider d'avoir des enfants. Donc, si jamais il y a une petite prédisposition génétique, même si elle n'est pas facile à déceler, ben, ils la transmettent, peut-être. Et par là-dessus, ils vont donc habiter dans un quartier où l'environnement sera bon, où les écoles sont bonnes, où les autres enfants sont bons. Eux-mêmes étant intelligents et cultivés, ayant fait des études, ils vont forcément s'atteler à donner la même chose à leur enfant. Et du coup, l'enfant est intelligent. Pour le coup, j'ai travaillé à un moment dans le 92, une partie en libéral dans une ville plutôt aisée, et une partie à l'hôpital dans une ville justement plutôt en difficulté. Et je faisais des tests de QI à deux groupes d'enfants complètement différents, en fait, dans le même département, hein. Parce que justement, il y a question de l'environnement qui se retrouve vraiment impliquée. Alors, tu veux dire que dans les groupes d'enfants que tu as testés dans les différents environnements, il y avait des disparités entre eux Oui, parce que justement le contexte familial n'était pas le même. exactement. On a un autre indicateur hyper intéressant sur cette question de l'importance de l'environnement. C'est parce que, bon, évidemment, les parents vont lire plus d'histoires, être plus présents, etc. Il y aura moins d'écran, il y aura plus de stimulation. Donc tout ça crée à nouveau des enfants qui, eux aussi, vont fréquenter un meilleur milieu, etc. Bon, voilà, c'est quasiment un problème social, en fait, je dirais. Et
Et un autre élément qui est assez emblématique de ça, ou qui est une bonne preuve, on va dire, c'est que il y a une étude qui a été faite, j'ai plus en mémoire, mais je pourrais donner la référence, sur des enfants qui ont été testés avant leur adoption, mais qui ont été placés, en fait. Et ils étaient dans une famille dysfonctionnelle au point de, justement, devoir être placés et adoptés dans d'autres familles. Et puis on les retestait après un certain temps passé dans cette nouvelle famille. Un temps assez long, hein, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Et on comparait les résultats. Et l'augmentation du QI, en un temps assez court, hein, pourtant, pouvait être quasiment de 10 points, voire de 20 points dans certains cas. Ah oui, donc ça montre clairement que les parents ont un impact sur L'environnement, l'évolution du QI, l'environnement. Un impact hyper important. Oui, un impact important. Alors bien sûr, il y a le bien-être psycho-affectif. Hein. Un enfant qui... bien sûr, un enfant qui n'est pas trop névrosé, il s'en sort mieux. Voilà. Un petit peu de névrose, ça peut aider à être stimulant. Mais voilà, en soi, on s'en sort mieux si on n'est pas en souffrance, si on n'est pas parasité, en fait. Et du coup, ça me pose la question justement de l'impact du trauma. Chez les enfants, je parle de trauma, par exemple, ça peut être les abus sexuels ou moraux. Ça peut être, par exemple, une indifférence de la part du parent, ou parfois, je mets des grosses guillemets, un parent un peu pervers. Oui, voilà, je mets vraiment des grosses guillemets parce que je sais que c'est pas acquis dans l'écosystème psychologique, mais voilà, quel impact ça pourrait avoir, par exemple, j'ai une petite fille, appelons-la Marie, tu vois, si on va prendre un exemple. Comment Marie, en fait, pourrait voir son intelligence impactée J'ai un petit exemple que je peux donner, qui est assez intéressant. Il n'y a pas de coupable dans l'histoire, mais il y a un concours de différentes circonstances, c'est souvent quand même multifactoriel, mais qui est assez intéressant. C'est très spécifique, mais c'était donc une petite fille qui a son papa, sa maman, un couple qui a l'air de bien fonctionner. Le papa, lui, a été adopté. Je ne sais pas dans quelle mesure ça pouvait impacter lui aussi son développement, mais on sait que parfois ça peut, de façon transgénérationnelle, un petit peu toucher aussi toute la famille, avec des sentiments peut-être d'abandon, etc. Et cette petite jeune fille, quand je la rencontre, elle a 11 ou 12 ans, et donc je la vois pour plusieurs consultations, un peu diagnostic, c'est-à-dire que c'est un peu pour la thérapie, mais aussi on va faire un test d'intelligence pour essayer de comprendre ses difficultés en classe, qui sont assez majeures. Alors, effectivement, une petite fille sympathique, cette petite Marie, on va dire, donc très, très joyeuse, qui me relate surtout des problèmes avec ses copines, rien de particulier. Mais une fois, comme ça, elle me raconte qu'elle a été un peu bouleversée parce qu'elle a vu un film un peu dur la veille à la télévision. Elle m'en parle. Il s'avère que c'était un film que je connaissais aussi. Je ne l'avais pas vu la veille, mais je l'avais déjà vu. Donc, je m'en souvenais. Mais effectivement, elle me raconte un ou deux aspects. Je me dis, c'est marrant, je n'en souvenais pas. Mais je ne réagis pas. Je l'écoute me raconter l'histoire. Puis, au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, c'est une petite fille qui n'a pas compris ce qu'elle a vu. Et qui, du coup, comme certains enfants qui peuvent être un peu traumatisés, choqués, comme ça, ou qui inhibent leur intelligence, les endroits où elle ne comprend pas, c'est comme si c'était des trous dans l'histoire, et elle les remplit avec autre chose qu'elle invente. Ce qui fait qu'elle avait réinventé l'histoire de ce film, qui n'avait plus du tout le sens qui était assez évident de ce film-là. Alors, ça m'apprenait plusieurs choses, c'est qu'il y avait quand même un trouble là qui venait, j'avais repéré le symptôme en fait, à mon avis, qui était à l'origine de ses difficultés à l'école. Elle avait beau travailler, il y avait des moments, il y avait des trous, et dans sa feuille, elle comprenait plus ce qu'elle devait écrire, elle comprenait pas la consigne, etc. Et ça, je pouvais le voir de manière vive, même dans son quotidien. Puis je me disais aussi que finalement, elle devait peut-être pas être beaucoup entourée par des adultes qui lui expliquaient, parce que si elle a vu quelque chose qu'elle ne comprend pas, et qu'elle ne demande pas d'explication et qu'à la place elle invente, c'est quand même un petit peu étonnant. Donc bon, voilà, ça restait un peu mystérieux, on fait le test, et puis là, il s'avère que je rajoute une épreuve optionnelle d'une copie de figure qu'on appelle la figure de Rey, qui est un peu compliquée, qui est même très, très compliquée à reproduire. Et je lui dis, normalement, l'épreuve, c'est que d'abord, elle la recopie en regardant le dessin. La copie est vraiment mauvaise pour une fille aussi âgée. Bon, est-ce qu'elle serait dyspraxique? Enfin voilà, je me pose des questions. C'est dyspraxique? Oui, dyspraxique, c'est justement difficulté avec la compréhension des lignes, des diagonales, etc. Donc, sur le plan visio-spatial, est-ce qu'il y a une difficulté?
Et puis, je lui demande de le refaire de mémoire. Et alors là, de mémoire, c'est des petits morceaux épars, complètement morcelés. C'est plus du tout la figure de départ. Elle se souvient d'un petit truc, puis d'un autre petit truc comme ça. Elle les dessine, ça n'a aucun sens. Finalement, l'auteur de ce test-là, il disait que par moment, selon lui, c'était son expérience clinique, certains enfants qui portaient un secret de famille pouvaient se retrouver dans l'incapacité à pouvoir organiser leurs connaissances. Leur savoir était toujours plus ou moins interdit d'apparaître, et du coup, ils étaient incapables de pouvoir observer quelque chose de complexe et de pouvoir du coup le restituer. Hein. Et donc, j'interroge la maman, une première fois en lui demandant si, en lui expliquant bien, je vais à la pêche, je me demande s'il n'y a pas eu comme ça des secrets de famille. Et c'est pas la seule chose que je lui dis, hein. Évidemment, on parle de plein d'autres choses, mais au passage, à un moment, je lui dis ça. Elle me dit, bah non, non, et tout. Et puis elle me demande, quelques semaines plus tard, je ne voyais plus sa fille, hein. Elle me demande un rendez-vous, toute seule, et elle me dit, votre question m'est restée en tête, en fait. Je pensais à rien de spécial, je ne voyais pas du tout. Et malgré tout, elle revenait à cette question, le secret de famille. Et là, j'ai réalisé, en fait, qu'il y avait eu quelque chose, mais qui est tellement secret, justement, et puis qui est tellement, normalement, du passé, que je pense que je ne voulais pas en reparler. Mais quand notre fille, Marie, avait 4 ans, elle a surpris son père avec une autre femme. Et son père lui a dit, tu n'as rien vu, il ne s'est rien passé, tu n'en parles pas, voilà, il ne faut pas le savoir. Bon, il l'a quand même dit à sa femme quelque temps plus tard, et puis elle a su que sa fille avait été au courant et qu'il y a eu cette histoire-là. Ils avaient décidé de passer outre et de continuer leur vie. Ça a quand même porté un coup un peu dur au couple, le retour de cette question. Et bon, évidemment qu'on ne peut pas savoir, mais que ça pourrait être une illustration de ça, par exemple. Hein, le fait de ne pas avoir été autorisé à un moment de manière certainement très insistante à comprendre ce qui se passe, à savoir ce qui se passe, alors même qu'elle ne savait même pas ce qu'elle avait vu, certainement. Elle ne comprenait même pas, hein, mais qu'il ne fallait pas en parler alors qu'elle ne savait pas ce que c'était. C'est assez typique d'une inhibition intellectuelle. Voilà. Donc elle a reproduit ça, en fait, sous différentes formes. Oui, c'est-à-dire que ça a touché le cognitif après. Et alors, comment tu fais, et ça résonnera sur une autre question après, sur le développement de l'intelligence quand on est adulte, mais comment tu fais, du coup, pour réparer ça chez un enfant? Enfin, comment on peut faire Ah oui, c'est une grande question. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer justement en psychothérapie, c'est à ça que ça sert, mais c'est long. Et puis bon, il y a certains retards, pour de vrai, pour les rattraper, c'est pas facile. Mais malgré tout, une psychothérapie, la levée des secrets, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas être dans un modèle cathartique comme dans un film d'Hitchcock. C'est pas parce qu'on lui révélerait un jour, sous hypnose, il s'est passé ça dans ta vie depuis, qu'on réparait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé en fait. Hein. Et du coup, ce qu'elle a vécu toutes ces années avec cette inhibition, s'est passé quand même. Malgré tout, en l'aidant à pouvoir s'autoriser à poser des questions, hein, à avoir des doutes, à pouvoir un peu réfléchir par elle-même dans un cadre sécurisé, elle pourrait cesser de reproduire ça, progressivement. Ce qui n'empêcherait pas, après, probablement, au fur et à mesure des... Mais c'était une petite fille, quand l'étayage d'un adulte auprès d'elle était capable, en réalité, parce que justement, son problème n'était pas un problème d'intelligence. Ok, donc toujours aussi de type d'exercice de volonté aussi et d'accompagnement en tant qu'enfant par les parents. Ces deux aspects. On voit sur la source, elle est psycho-affective, il faut travailler ça. Travailler sur l'aide cognitive. Enfin, il y a toujours des plans, des programmes un peu psycho qui sont très bien, qui impliquent les parents, qui impliquent un peu l'école quand l'école peut, qui sont très... Aujourd'hui, si on peut parler plutôt maintenant d'adultes, un adulte qui peut avoir par exemple des difficultés dans la partie logique, par exemple, c'est souvent, hein, moi j'ai des clientes qui vont voir en coaching, moi j'utilise pas Excel, je fais des erreurs, je comprends pas les formules, etc. Je peux pas apprendre ça. Ouais, parce que c'est peut-être au côté un peu psychologique, la peur de sorte de blocage. On a tellement eu des difficultés peut-être avec les mathématiques quand on était plus jeune. Enfin, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, et même avec la plasticité cérébrale, on est capable de créer ou de développer son intelligence? Absolument, absolument. Il n'y a aucune raison. Hein. Là, pour le coup, parce que je sais que c'est aussi une des questions là, qui est sous-jacente, hein, il n'y a pas de... l'intelligence n'est pas agenrée, c'est-à-dire que tous les tests d'intelligence montrent bien que les enfants ont la même, garçons ou filles ont exactement les mêmes capacités. Il y a
quasiment pas de différence en fait. Euh, mais bien entendu que même à l'âge adulte, c'est possible d'acquérir des connaissances, qu'il y ait une inhibition, un manque de goût, ou qu'on sente que ça va demander un effort cognitif qui est vraiment important. C'est certain, hein, dire il y a certaines tâches, on sait bien que ça va nous forcer davantage, mais c'est des choses qu'on peut acquérir. Hein, il y a des personnes très âgées qui se mettent au back-office, à découvrir Internet, alors que ça demande un changement important dans dans leur compréhension, et qui y arrivent, par exemple. Et est-ce qu'on pourrait passer, tu vois, par exemple, je sais pas, de 120 à 150 de QI? Tu vois, moi, par exemple, je pourrais me mettre à comprendre d'une complexité statistique je sais pas, j'ai osé un chef de service dans un grand hôpital. Mais pour comprendre. Ouais, Oui, mais ça ferait pas bouger spécialement le QI. C'est à partir de tes Mm. compétences, en fait, que ce serait possible. ok. Mais Le QI, il bouge pas en réalité. Il est très, très, Mm. très, très stable dans le d'accord. temps. Donc c'est marrant, donc on peut développer son intelligence sans que le QI puisse Le finalement. QI, c'est avec quoi tu pars. Ce que tu en fais, le résultat, c'est ça. Hein. Mm. Le résultat, il peut être multiple. En termes de réussite scolaire, être très intelligent, c'est souvent corrélé à une bonne réussite scolaire. C'est très souvent corrélé à une très bonne réussite scolaire. Mais entre quelqu'un qui a 130 et quelqu'un qui a 120, c'est celui des deux qui bossera le plus qui s'en sortira le mieux. Il y en a un qui sera considéré comme précoce parce qu'il est à 130 ou au-dessus de la barre des 130, et l'autre qui sera juste intelligence supérieure. Peu importe, c'est celui qui travaillera le plus qui réussira le mieux. C'est évident. Mm. Donc finalement, le résultat du QI, à un certain degré, hein, si on reste au-dessus de la barre des 100, est quand même est pas si représentatif de ça, de la réussite. C'est plutôt la manière d'une certaine manière. Mais après, pour passer, on va dire, l'étape supplémentaire, c'est vraiment la manière dont tu l'utilises. Absolument. Oui, oui, tout à fait. On connaît des gens qui sont intelligents et qui peuvent même en être un peu frustrés parfois de ne pas pouvoir utiliser leurs compétences. Mais il y a aussi des gens très intelligents qui sont très, très satisfaits parce que c'est comme ça que ça a fonctionné pour eux, d'avoir un boulot qui leur demande d'utiliser leur intelligence d'une autre manière, pas juste en termes de performance, mais ça peut être en termes humains, hein, évidemment. Et en revanche, malgré tout, effectivement, les bonnes capacités intellectuelles sont plutôt corrélées à une bonne réussite. Mais cette histoire de QI, évidemment, elle est symbolique. Et ce chiffre, il est symbolique. C'est ça qui est difficile, en fait. J'ai deux anecdotes un peu amusantes sur le sujet, d'ailleurs. J'avais fait le test de QI à un enfant. Et ses parents me disent... donc, il avait une intelligence assez supérieure. Il n'était pas précoce. Il avait... je me souviens, parce que c'était drôle, pour une bonne raison, il avait 127 de QI. Donc presque précoce. Oui, parce que 130, c'est la barre. c'est le haut potentiel. 130. Voilà, c'est ça. 150, c'est le génie. Non, ça n'existe pas, ça. Ah d'accord. Non. Et puis, le génie et le QI n'ont rien à voir, pour le coup. D'accord. Mais on va dire que c'est autre chose. Oui, abus de langage. Oui, voilà. Mais on va dire que oui, au-dessus de 130, on est dans le 2,5% de la population. D'accord. Voilà, c'est peu de monde. Donc lui, il était, presque, quoi. Et puis, du coup, ses parents me disent, on a entendu dire que c'était certainement génétique. On voudrait passer le QI aussi. Bon, c'est certainement quelque chose que j'accepterais pas maintenant de faire. À l'époque, je ne sais plus pour quelle raison, j'ai accepté de faire le bilan avec les parents aussi, chacun un. Et donc, je le fais d'abord avec madame, et on s'amuse toutes les deux parce qu'elle a le même résultat que son fils, elle a 127. Et elle est assez impressionnée. Elle est contente, contente sans plus, mais enfin voilà, c'est la preuve qu'il y a quelque chose comme ça. Je le fais avec son mari, il a 127. C'est intéressant parce que cet homme et cette femme avaient le même travail d'ailleurs, chacun dans une boîte différente. Et lui, il avait ce boulot-là dans une boîte hyper prestigieuse, et elle dans une boîte pas très prestigieuse. Ils s'étaient rencontrés pendant leurs études. Et lui, il a 127. Et donc, quand je lui annonce, il a un moment de malaise, et de malaise tellement fort qu'il va même pleurer, en fait. Et il me dit, je suis ridicule, je m'en veux beaucoup, mais en fait, j'étais persuadée que j'aurais un meilleur score que ma femme. Ah ouais. Et oui, parce que ça aurait voulu dire que c'est pour ça qu'il avait une si bonne réussite. C'est parce que lui, il était meilleur, c'est parce qu'il était plus intelligent. Alors qu'en réalité, c'était peut-être juste parce que c'était un homme,
ou juste parce qu'il avait eu du bol, ou juste parce que je sais pas en fait. Et lui, du coup, ça mettait quelque chose à mal de leur relation et d'une espèce de narratif qu'il s'était raconté, que c'était normal que lui il gagne plus, que c'était normal que lui il ait un meilleur boulot, que c'était normal qu'elle s'occupe plus des enfants aussi, puisque en fait. Donc ce chiffre, il est vraiment rattaché à quelque chose qui est complètement symbolique pour les gens. C'est pour ça que plus on vieillit, comme quand on est psy, moins on les fait passer avec plaisir, je pense, pour les adultes. Et j'aimerais vraiment rebondir sur ça parce que moi, je fais le parallèle aussi avec les échanges que j'ai avec mes clientes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois pas mal de femmes qui se retrouvent en fait, comment dire, parfois avec un grand sentiment d'infériorité par rapport à certains hommes avec qui elles peuvent travailler, où elles vont avoir l'impression de se sentir moins intelligentes, avoir l'impression vraiment d'être bêtes. Et en fait, je sens que c'est quelque chose qui pèse énormément. Et puis, alors que moi, je vois un potentiel qui est assez énorme dans leur capacité à comprendre des choses, etc. Et c'est quoi ton regard face à ça, en fait, avec ce sentiment que je trouve revient pas mal chez les femmes, de se sentir inférieure, en fait, en termes de capacité cognitive par rapport aux hommes? On sort du domaine là du coup de la psychologie cognitive et on est dans, à mon avis, dans du psychosocial, hein, c'est-à-dire que on est, il y a quelque chose, oui, il y a une intériorisation d'un sentiment d'infériorité. Il y a des tas de théories pour expliquer ça, mais c'est vrai que ça a changé, c'est beaucoup mieux maintenant que ça ne le fut, etc. Et puis il y a toujours eu des femmes aussi qui ont toujours bien senti qu'elles étaient l'égale de l'homme et qu'il n'y ait pas de problème. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut rester. Peut-être aussi que dans certains milieux, il s'avère que comme c'est les hommes qui vont réussir un peu plus, finalement, ça a l'air d'entériner le fait qu'ils sont plus intelligents. Alors qu'en fait, être ambitieux, être sûr de soi, en vouloir, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, pour le coup. C'est ce qu'on en fait, en fait. Hein. C'est ce qu'on en fait et c'est aussi la confiance qu'on a dans notre réussite. Parce que tu m'avais effectivement raconté cette histoire. Je ne sais pas si on peut je l'ai parlé. C'était l'autre. Ah bah voilà, je pense qu'elle pourra bien illustrer. Je ne savais pas à quel point elle était confidentielle ou pas. Oui, alors j'ai un ami qui me dit qu'il souhaiterait qu'il est malheureux dans son boulot, qui pense qu'en fait il est plus intelligent que la moyenne, il était assez assez narcissique là-dessus. Il pensait que vraiment il avait d'énormes capacités et donc il pensait qu'elles avaient été gâchées parce que ses parents s'étaient pas rendus compte et qu'il n'avait pas fait les bonnes études et que du coup il allait avoir une vie nulle à cause de ça. Et je l'interrogeais sur qu'est-ce qu'il aurait voulu faire et il aurait voulu faire des études de médecine et donc il était très emballé par ça, mais il manquait profondément de confiance en lui parce que d'un côté il était sûr qu'il était très intelligent et d'un autre côté quand je disais alors fais-le, il disait bah oui mais en fait je dis ça et puis ça se trouve j'en serais incapable, j'y arriverai jamais, etc. Et puis il se pose la question de passer un test de QI, etc. Et j'allais pas le faire avec lui parce que ça aurait été un peu trop biaisé, on se connaissait trop. Et du coup, j'en parle à une amie, psy, et je lui demande si elle accepte de lui faire passer ce test. Et je lui ai raconté les enjeux qu'il y avait pour lui. Hein. Et elle me dit ok. Puis finalement, il revient après le test et il me dit c'est génial, t'avais raison, j'ai trop bien fait de faire ça. Effectivement, je l'ai toujours su. J'ai 133 de QI. Je vais. Et donc, il a tout plaqué. Il s'est inscrit dans les études qu'il souhaitait et il a réussi. Et il est très heureux de ça, en fait. Et donc, voilà, je suis ravie pour lui. Et en fait, mon ami psychologue m'a dit qu'il était un peu en dessous de 130. Pas beaucoup, mais un peu. Et comme elle avait vu que c'était bien symbolique et qu'on a une fourchette, en fait, elle lui a donné la fourchette haute pour pas que ses décisions se jouent sur un sentiment de en fait, je pensais que j'étais surdouée, mais je suis pas surdouée, je suis juste presque surdouée. Elle lui a dit qu'il était surdoué, et du coup, il était content et il a pu faire ses choix. Donc, c'est vrai que ça arrive hein, que quand je donne un résultat de QI qui soit très bon, ça arrive que ça remobilise certaines personnes. D'accord. Les adultes, je trouve que c'est vraiment délicat. Il y en a pour qui, du coup, c'est une déception. Ils ont l'impression d'avoir raté leur vie ou qu'ils auraient dû faire mieux, qu'ils ont raté leur potentiel. Donc parfois, je trouve que je crois que je le fais plus à cause de ça. En revanche, chez les enfants, parfois, ça peut ouvrir une porte. Savoir qu'ils sont intelligents, ils se disent que finalement, il y a quelque chose en eux sur lequel ils peuvent s'appuyer et que du coup, ça vaut le coup de travailler peut-être. D'accord. Voilà.
Ok. Oui, par intéressant. Donc, ça montre effectivement que le sentiment, en tout cas, de se savoir intelligent, nous donne en fait finalement ce truc de se dire bah, j'ai les capacités pour, et donc ça redonne en soi confiance, confiance en soi, quoi, tout simplement pour aller, et donc ça peut générer de la réussite. Oui, D'accord. oui, oui, absolument. Dans le sens inverse. Et dans le sens inverse aussi, hein. Les enfants ont tendance à s'identifier à ce qu'on dit d'eux, hein. Donc, Ouais. bon, voilà, maintenant c'est un lieu commun, tout le monde le sait, mais c'est vrai, hein, donc Les adultes aussi, hein. Enfin, moi, probablement, oui. je vois beaucoup en fait de personnes qui se freinent à quitter leur boîte, à se lancer dans Oui. quelque chose qui leur donne vraiment envie, par peur, au-delà de l'échec, hein, par peur juste de pas être assez compétent en fait, et Oui. voilà, Non, mais c'est vrai. de valider un peu leur peur. Oui, oui, absolument. Tout un travail effectivement autour de ça que je trouve fascinant. Euh, Je reviens un peu dans mes questions. Oui, J'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour. je crois qu'il y avait une question à notre... Ah oui, oui, pardon. Non, t'avais... sur la précocité intellectuelle, mais peut-être que c'est Oui, pas... non, mais vas-y. Après, je reviendrai aussi sur les notions de bonheur, malheur. Ah oui. Tu vois, donc, Bah, il y aura une bonne transition, je pense. Ouais. Parce que, du coup, j'ai repensé à ce point-là. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on a une image comme ça qui s'est formée des personnes à haut potentiel intellectuel, surdouées, précoces, selon le terme qu'on veut donner, hein. Au potentiel, c'est souvent le plus juste en réalité, parce qu'on peut avoir un potentiel et ne jamais l'exploiter. Donc, on est à haut potentiel, en fait, hein. Ça va souvent avec de la précocité infantile, hein, aussi. Et juste comment, de manière très pratico-pratique, comment tu vois en tant que parent qu'un enfant est au potentiel, hein? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux décerner Oui, assez un petit facilement? Non. Un peu, c'est-à-dire que il y a souvent l'acquisition de certaines fonctions intellectuelles un peu plus rapides, comme la parole, comme apprendre à lire, etc., qui viennent un peu plus tôt. D'accord. Il existe des échelles, hein, qui permettent de se faire une idée comme ça chez les enfants très jeunes et qui sont souvent corrélées finalement à voilà, un développement. Une fois, j'ai une maman comme ça, elle et son mari, ils n'osaient pas me le dire. Il me disait, bon, et je dis, question classique, hein, je leur dis, il a parlé, il a marché à quel âge? Ils sont là, il a marché à, je sais plus, à 12 mois, donc c'était un peu précoce, mais pas très précoce, hein, la moyenne, c'est à 14 mois, donc 12 mois, c'est normal. Et j'y ai parlé, et là, les deux, ils se regardent, ils hésitent à me dire, ils me disent, 9 mois. Et 9 mois, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Ah ouais? Et ouais. Et en fait, c'était, et elle me dit, on n'ose pas le dire parce que les gens ne croient pas. Mais en fait, ça arrive. Et effectivement, c'était un enfant surdoué. Ça parle à quel âge normalement? Ça dépend, hein. C'est-à-dire qu'en plus, parler ou comprendre, c'est très, très différent, hein. Oui. Si on leur apprend Oui. c'est ça. Si on leur apprend la langue des signes, souvent, on comprend qu'ils sont capables de comprendre et de s'exprimer assez tôt. Ouais. Mais le passage au langage oral, il y a des enfants, ils rentrent à la maternelle et à 3 ans et demi, c'est encore une espèce d'embrouillamini pas possible. Et puis après, ce sera des gens qui parleront très, très bien, hein, c'est pas la question. Mais sinon, en règle générale, les premiers mots, c'est à la fin de la première année, éventuellement, hein, ou à 1 an et demi. Ouais. Donc, Oui, voilà. Oui, donc 9 mois, c'est vrai que 9 mois, c'était rare. Donc, en tout cas, c'était validé par un test ensuite, cette précocité. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il n'y avait pas de doute chez lui. Et donc là, justement, ça venait donner un peu raison aux parents, hein, qui avaient honte de dire il a commencé à parler à 9 mois. Mais si c'était vrai, certainement, en fait. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant. Oui, souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est des personnes qui vont avoir... qui vont être en difficulté pour s'adapter à la société, qui vont être plus malheureux, qui vont être... Et tout ça, c'est complètement faux, en fait. C'est-à-dire que, justement, beaucoup d'études, et des études vraiment longitudinales sur des cohortes énormes, comme l'étude de Terman, par exemple, montrent que c'est des personnes qui, globalement, ont une vie plus heureuse, plus épanouie, un meilleur boulot et une meilleure santé même, en fait. Et pourquoi? Parce que ils sont intelligents, donc ils ont eu des études supérieures plus intéressantes. Ils ont un peu plus pu choisir ce qu'ils voulaient faire. Du coup, ils ont rencontré aussi des gens de leur milieu. Ils étaient certainement, sur le plan psycho-affectif, plus équilibrés parce que, aussi avec des compétences intellectuelles et un milieu qui était plus favorable à ça. Et meilleure santé, parce que plus on est dans un bon milieu, mieux on se fait soigner, donc plus longtemps on vit. Donc, et on peut dire aussi que quand on est... est-ce qu'on peut dire aussi que quand on est plus intelligent, en tout cas quand on est intelligent plutôt, on a aussi peut-être une meilleure capacité à
comprendre voilà, ce qui nous fait de la peine, ce qui nous fait du mal et trouver aussi peut-être des solutions et des mises en action pour aller mieux. Est-ce que cette dynamique-là fait partie de l'intelligence ou c'est quelque chose qui est... Si, effectivement, c'est une des voies d'expression possibles de l'intelligence. Ouais. Donc effectivement, voilà. Alors après, quand justement on n'est pas avec les capacités de ça, c'est des choses qui peuvent tout de même se travailler et se travailler très bien. Mm. Mais il n'empêche que du coup, l'image comme ça du surdoué malheureux, isolé, dépressif, elle est statistiquement fausse. Ouais. Mais s'il y a cette image-là, c'est parce que qui est-ce qu'on voit dans nos cabinets, nous, intelligents ou pas intelligents, c'est les gens qui vont pas bien. Oui, donc il y a un biais déjà. Il y a un biais en réalité. Et ça donne le sentiment comme ça aux cliniciens que dès qu'ils rencontrent un enfant intelligent, surtout un garçon, qu'en fait, il va être aussi TDAH et puis qu'il va être aussi ceci ou cela. Et en fait, c'est un biais de recrutement. Justement, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur ce TDAH, TDA. Justement, ça, quelle corrélation est-ce qu'on peut faire avec aucune sur l'intelligence? Non. Parce qu'il y a, oui, effectivement, ces parents qui disent « oui, mon enfant est hyperactif ». Du coup, je me demande s'il n'est pas un peu HP parce qu'il s'ennuie vite à l'école. Oui, en fait, il n'y en a pas. En fait, de manière un peu tordue, il pourrait y en avoir une dans le fait que parfois, il y a des enfants à qui on ne met pas assez de cadre et qui, du coup, ont besoin de le trouver par eux-mêmes. Et pour le trouver par eux-mêmes, parfois, ça peut passer par l'obligation pour eux d'être déjà comme des adultes et du coup, de penser beaucoup plus. Et du coup, d'être à la fois des enfants qui manquent de cadre et de soutien et du coup, qui sont agités. Et qui, cette agitation un peu maniaque, ils l'utilisent pour bien l'utiliser. Ils développent un peu par eux-mêmes leur capacité intellectuelle. Il y a aussi des légendes comme ça. J'avais vu ça dans une association pour anciens grands prématurés qui disait beaucoup de prématurés sont précoces. Et alors en fait, toutes les études montrent que c'est plutôt l'inverse, que les grands prématurés ont plutôt un risque d'avoir des petites baisses de QI, pas forcément intenses, mais un peu, en fait, ou très forte quand il y a du handicap. Mais bon, voilà, c'est plutôt une population qui est un peu en dessous de quelques points, mais quand même statistiquement un peu en dessous. Mais qu'est-ce que cette association voyait ? Eux, ils voyaient des parents hyper impliqués, qui voulaient faire des choses pour leurs enfants, qui restaient dans des associations, et qui du coup étaient du genre à surstimuler leur enfant parce qu'ils avaient peur que leur enfant, justement, soit pas assez stimulé intellectuellement et qu'il ait un handicap. Et du coup, en surstimulant un enfant, oui, on peut le rendre précoce. Bien sûr, en fait. Oui, donc on en revient finalement à l'environnement Voilà. et à ce qu'on en fait. Oui, tout à fait. Donc, globalement, pour résumer de manière vraiment très synthétique, c'est de se dire que l'intelligence, ou en tout cas les tests de QI, mesurent effectivement l'intelligence, mais c'est pas ça forcément qui est garant de notre réussite. C'est-à-dire qu'après, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Et on peut dire que quelqu'un, imaginons, qui a 120 de QI peut très bien réussir, voire plus, que quelqu'un qui a 130. Ça dépend tout simplement. Voilà. Mais que derrière, finalement, cette intelligence-là, elle n'est pas forcément innée. Globalement, on fait l'hypothèse qu'elle est quand même très corrélée à l'environnement, acquise et corrélée à l'environnement, à ce que les parents aussi mettent en place, la scolarité, etc. Mais que voilà, certains traumas ou certains troubles 10, par exemple, peuvent en tout cas impacter et générer en tout cas des trous, on peut dire, dans certaines compétences, mais qui ne sont pas forcément sans être forcément liées à de l'intelligence. Quelqu'un de 10, c'est pas quelqu'un qui est moins intelligent. Non, pas du tout. Oui, absolument. Non, c'est un bon résumé. Et pour terminer, j'ai envie de poser la question de la mémoire. Parce qu'on a parlé de la mémoire court terme, mais moi, j'ai aussi envie de parler de la mémoire... Alors, quoique ça peut être du court terme et du long terme. Parce que, par exemple, moi, tout simplement, parfois, j'ai la difficulté à retenir des prénoms, des noms de films. C'est pas des choses, tu vois, qui vont... pour lesquelles je vais avoir un naturel de mémorisation, ou alors il va falloir que, si vraiment je m'en souviens, c'est parce que j'ai fait l'effort d'eux, ça m'a marqué, etc. Est-ce que ça veut dire que je suis un peu teuteux ou... Non, mais du coup, je me pose la question de à quel point, justement, ces éléments de mémoire jouent finalement sont corrélés à l'intelligence. Tout à l'heure, on parlait un peu de charge mentale. Et en réalité, pour pouvoir vivre heureux et pas faire de burn-out, on est obligé de faire des choix. Ce qui fait que, plus ou moins consciemment, il y a des choses, justement, qu'on peut décider de retenir une bonne fois pour toutes et d'être attentif. Et puis des choses qu'on ne fera jamais parce que ça nous agace, parce qu'on en a déjà trop, parce qu'on a déjà trop de patterns, trop de codes dans la tête, de portes, trop de
de prénoms à se souvenir, trop de choses comme ça. Et du coup, si sur la liste des choses qui sont importantes, on décide que c'est un peu plus loin, on l'oublie. Et après, ça peut devenir un peu une habitude, en fait. Donc en réalité, là, je pense qu'on est plus sur des questions de choix que sur des questions d'intelligence. C'est pareil, le côté hypermnésique de certaines personnes comme ça, liées à de l'autisme, des choses comme ça. Hypermnésique, c'est cette capacité à retenir Ou à jamais rien oublier, ses etc. dates d'anniversaire. Voilà. C'est entre un type de personnalité et, à mon avis, l'expression d'un symptôme pathologique en réalité. Et donc, entre les deux, on se retrouve avec chacun les choix qu'on va faire ou pas pour se souvenir. Et il y a des gens qui ont plus peut-être de capacité que ça, mais je crois que c'est plutôt une question d'investissement qu'on y met ou pas, en fait. Voilà. Peut-être que parmi toutes les choses que tu as eu à retenir, au milieu des études, au milieu du boulot, tu t'es dit franchement, ce film et cette fille, je m'en fiche, je ne garderai pas en tête. Rien à faire. Voilà. Et puis parfois, on est désolé parce qu'on se rend bien compte, parce qu'il y a une autre raison pour laquelle on oublie les prénoms. On peut oublier les prénoms pour des raisons inconscientes et qui sont ce que Freud décrit dans Psychopathologie de la vie quotidienne. Oui. Et les oublis de noms, ça peut avoir bien d'autres raisons, ou confusion de noms, bien d'autres raisons que juste un manque d'intérêt ou d'attention pour une personne. Donc voilà. Mais tu peux nous donner quand même un petit exemple ou... Oui, bien sûr. On peut oublier un prénom parce que finalement, ce prénom, en ce moment, par le son qu'il fait, nous évoque peut-être soit quelqu'un d'autre, soit un autre type de prénom, et qu'on est perturbé parce qu'on pense à quelqu'un d'autre à ce moment-là, ou parce qu'on n'a pas envie de se souvenir d'une tâche qui est un peu anxiogène, et du coup, on va oublier ça. Je vais donner un exemple peut-être plus simple. Quand j'arrive au métro et que je sors mes clés, c'est que probablement je préférerais retourner à la maison plutôt que d'aller au travail. Voilà. Je crois. Ok, super, super fin. C'est bien de se dire que voilà, en tout cas, l'intelligence paraît aussi... en tout cas, l'intelligence. Les capacités du cerveau, moi, ce que je comprends, sont aussi multifactorielles et dépendent de beaucoup de choses. Et que... parfois, il ne faut pas tout relier à l'intelligence et pas se dire que si on n'arrive pas à faire ça ou si on oublie un truc, c'est pas qu'on est débile. Non. C'est qu'il y a aussi d'autres choses beaucoup plus enfouies et profondes, bien sûr, inconscientes, qui sont en jeu. Oui, tout à fait. Trop bien. Merci pour cet échange, Anna. C'était extrêmement instructif. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais rajouter? Comme ça, non, il n'y a rien qui me vient, mais... S'il y avait peut-être... un invité que tu verrais bien sur Man Your Step Podcast, qui ce serait? Écoute, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je me dis que ce serait très très bien d'inviter Georges Cognet, mon père, pour parler peut-être d'autres sujets sur l'enfance, parce que lui, c'est quelque chose qu'il maîtrise beaucoup. Et donc, il aurait certainement plein de choses à dire intéressantes. Avec plaisir, alors. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Anna. Avec plaisir.